Vendredi 21 décembre 2018, cinquième jour du procès ICC Service ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À l'entame de l'audience de ce jour, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Armand Zizi Noé et l'ancien DGPN Maïga se sont fait remarquer par leurs absences. La Cour et les avocats ont cherché les raisons. Ils ont cherché à comprendre les raisons. Il faut rappeler que l'ancien DGPN est accusé d'avoir transporté le promoteur ICC Service dans son véhicule de service pour l'amener à la direction de la police au terme d'une rencontre nocturne au ministère de l'Intérieur. Des faits qu'il a reconnus. L'ex-DGPN, lors de sa déposition dans la soirée d'hier, a contredit l'ancien ministre Armand Zizi Noé qui dit avoir entendu parler de ICC Service lors d'un conseil des ministres. À l'en croire, son ancien patron avait l'information bien avant à travers des fiches quotidiennes des services de renseignement de la police qu'il faisait remonter vers lui en 2009. À la question du président de la Cour de savoir si les fiches peuvent être retrouvées dans les archives, l'ex-DGPN avait répondu oui, normalement. De son côté, l'ancien ministre soutenait qu'il n'a reçu aucune fiche sur ICC Service. Le président de la Cour avait donc demandé au procureur de prendre les dispositions pour rendre disponibles ce vendredi les 10 fiches. Les deux ne sont pour l'heure pas présents à cette audience. C'est l'accusé Tegbenou qui a été donc invité à la barre. Remontant à l'origine de ICC Service, Émile Tegbenou a expliqué que tout aurait commencé avec Guy Akplogan par des services informatiques. Formation et vente de matériel informatique en 2006. Une société qui avait pour nom ICC Cristal. Par la suite, les choses auraient évolué et c'est en 2008 que l'activité de tontine et d'épargne avec bénéfice aurait véritablement pris. Pour les deux, Guy Akplogan et Émile Tegbenou, ce n'est pas avec l'argent des nouveaux déposants que les anciens déposants sont payés. Pour se justifier, Tegbenou a affirmé « Nous, on investit pour payer les déposants ». Il rappelle à la Cour qu'il était aussi dans les forages. Il poursuit en affirmant que l'activité devenant importante, ils ont élargi les sources de revenus pour répondre à leurs engagements. C'est après avoir reçu la visite de la cellule de surveillance des structures de microfinance pour un contrôle d'agrément qu'ils ont su qu'il fallait un agrément et c'est alors qu'ils ont entrepris les démarches d'obtention d'agrément en collaboration avec Grégoire Arizimé. Selon Émile Tegbenou, le drame aurait été créé par un communiqué intervenu le 1er avril 2010 sur la radio Weke. Le communiqué aurait invité, sous demande de l'ancien chef d'État, les populations à aller chercher leur argent chez ICC Service. Un poisson d'avril qui aurait occasionné la chute. Et ce n'est qu'après ce communiqué que les gens ont pris d'assaut les agences pour récupérer leurs sous. Au sujet de la relation de Émile Tegbenou avec l'ancien président Boni Yayi, l'accusé affirme que son amitié avec les chefs d'État aurait débuté période 2006-2007. Quand j'ai un problème et je veux le voir, je vais le voir. Selon Émile Tegbenou, le président Boni Yayi savait bien comment ICC Service fonctionnait et bien d'autres de ses collaborateurs étaient au courant au moment de la recherche de l'agrément. L'ancien président Boni Yayi lui aurait demandé de confectionner des calendriers avec sa photo pour la propagande. 25 millions auraient été dépensés pour réaliser les 10 calendriers. Sur les calendriers, il y avait la photo de l'accusé Émile Tegbenou et la photo de l'ancien chef d'État. Tegbenou poursuit en affirmant que par l'intermédiaire d'une tierce personne, le chef de l'État lui aurait demandé également de mobiliser les femmes chrétiennes pour des activités politiques qu'il aurait financées. À l'en croire, la première activité aurait été effectuée au Palais des Congrès et aurait coûté 50 millions de francs CFA. Une activité faite dans 10 départements du Bénin. Comme on voulait des agréments, on a aidé plusieurs personnes pour ne pas se faire des ennemis, a-t-il déclaré. Tegbenou apprend également que Abou Salomon serait venu le voir pour un prêt de 20 milliards de francs CFA, un prêt qu'il aurait refusé. Il faut dire que Armand Zizi Noé et l'ex-DGPN ont rejoint l'audience. En résumé, ce qui est important de retenir, c'est que l'ex-DGPN est venu avec des preuves, un document qui, selon lui, prouve que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et des cultes au moment des faits qui aurait signé l'autorisation de port d'armes le 29 mai 2009. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'audience de ce jour. La procédure est suspendue et les débats sont prévus pour être repris le 26 décembre 2018. Vous voyez bien que les déclarations vont dans tous les sens. Chacun vient dire sa compréhension, soit tout de bonne foi, soit peut-être un peu moins. Nous, on constate simplement que tous ceux qui viennent ne disent pas la même chose sur les mêmes faits. Donc, nous on attend, on continue. Moi, je suis constituée aux intérêts des victimes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la manifestation de la vérité. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la vérité va éclater. Et quand la vérité va éclater, c'est également de situer les responsabilités pour voir qui a fait quoi
et voir même quel a été ce que le pouvoir public aurait pu faire pour éviter ce qui s'est passé et comment faire pour réparer les préjudices que nos clients subissent. C'est ça qui est le plus important pour nous. Aujourd'hui, le peuple a besoin de savoir et moi, mes clients ont besoin de savoir comment ils seront réparés. Donc, c'est difficile de se prononcer maintenant. On est obligé de continuer. Vous avez entendu la Cour, nous revenons ici le 26 décembre, dès le matin, pour continuer les débats. Moi, j'ai foi qu'avant la fin de ce procès, tout le monde découvrira où se trouve la vérité. Je constate que cette affaire que je continue de qualifier de nébuleuse est principalement imputable, bien sûr, à la cupidité du peuple, mais aux accointances et aux connivences que les responsables de notre pays, les dirigeants de notre pays au plus haut niveau, ont cru devoir entretenir avec ceux qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler les promoteurs de ICC pour gruger le peuple, pour pomper de l'argent dont il apparaît que le gros a servi au financement d'activités politiques ou d'activités personnelles propres aux dirigeants de l'époque. Alors, moi je suis content de ce procès, surtout de la manière dont il est mené, parce qu'il a atteint un premier objectif, celui de l'information, parce que depuis le temps que cette affaire dure, c'est-à-dire depuis 2010, nous avons toutes sortes de versions et qu'aujourd'hui, on parvient à ceci que ça a été une histoire de copains et de coquins, une histoire de gros sous, un scandale politico-financier, n'est-ce pas? Et que ça se sait de plus en plus, de mieux en mieux. Je retiens que ce procès joue son rôle pédagogique, c'est-à-dire que le peuple est éclairé et comprend un certain nombre de choses, c'est-à-dire la mauvaise manière dont notre pays peut être dirigé, parce que je relève beaucoup de dysfonctionnements. Il n'y a pas que des accointances, ou alors que ces accointances conduisent nécessairement à des dysfonctionnements qu'il faudra corriger. Je relève enfin qu'il joue son rôle thérapeutique, parce que je pense qu'il était nécessaire que le plus grand nombre sache ce qui s'est passé et qu'on pose des mots sur les mots, des mots MOTS sur les mots MAUX, afin que nous trouvions une solution pour parvenir, si ce n'est à l'indemnisation, au moins au dédommagement de ceux qui se sont laissés avoir. Parce que dans le lot, je crois qu'il n'y a pas eu que des cupides, je crois qu'il y a eu des citoyens qui ont fait confiance parce qu'il y avait une caution morale, une caution politique qui a été apportée par les dirigeants. Et je pense effectivement qu'il y a quelques pauvres compatriotes qui ont jeté dans cette affaire leur petite épargne, lesquels méritent d'être soulagés. Et c'est le rôle que ce procès va jouer, puisque je suis assuré qu'il débouchera sur une reconnaissance de responsabilité, bien sûr une déclaration de culpabilité des promoteurs, mais une reconnaissance de responsabilité tant de ces promoteurs que de l'État béninois qui devra faire face l'absence avec sa complicité ou son inaction. Donc à ce stade, nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà touché la vérité, nous ne pouvons pas le dire. Nous attendons le dernier jour, nous ferons le point. Après les plaidoiries, nous pouvons vous dire exactement ce que nous ressentons dans ce dossier-là. Mais sinon, à ce stade-là, c'est toujours la recherche de la vérité. Et c'est ce qui nous amène à titiller un peu les uns et les autres, les amener à dévoiler ce qu'ils savent réellement de cette affaire-là. Avez-vous l'impression que ça progresse? Ça stagne? Alors, hier, en tout cas, si j'analyse un peu ce qui a été dit hier, et avec la démarche actuelle, la démarche d'aujourd'hui de M. Maïga, je puis dire sous réserve d'examiner les documents qu'il a apportés, qu'il se pourrait que ça avance. Parce que hier, on a été bloqué par rapport, enfin, je veux dire, son attitude ne nous a pas plu. Parce qu'on avait l'impression qu'il faisait de la rétention en fait d'informations. Et donc, comme il s'est décidé aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous avait renvoyé à plusieurs reprises aux archives. Donc, il s'est décidé d'aller rechercher des informations
On verra si toutes les questions qu'on lui avait posées hier trouveront réponse à partir de ce qu'il a amené aujourd'hui. Mais c'est l'État qui a organisé tout ça. L'ancien régime? Oui, bien entendu l'ancien régime. Bien entendu l'ancien régime. Ils sont en détention au lieu qu'on leur accorde la liberté provisoire pour qu'ils organisent comment payer les épargnants et tout. Ils sont maintenus en détention. Ils sont là, on leur accorde par la liberté provisoire et on se met à vendre les biens. Vous avez vu ça dans quel pays? C'est dans quel code? C'est dans quel code ça là? Voyez-vous? Bon voilà, autant d'irrégularités. Mais si aujourd'hui, mes clients l'ont clamé haut et fort à l'audience, si vous avez suivi, que s'ils avaient été encadrés, une liberté provisoire leur avait été accordée en son temps, mais ils auraient pu finir, régler ces épargnants, parce qu'ils avaient suffisamment de fonds. C'est ce qu'ils ont dit. On aurait pu leur accorder cette liberté provisoire. Bon maintenant, si cette liberté provisoire leur avait été accordée et qu'on les avait encadrés et qu'ils n'avaient pas pu désintéresser les épargnants, la décision de condamnation interviendrait. Il n'a qu'à faire tout possible de prendre l'argent que le bonhomme, le ministre qui a bouffé de l'argent, il a fait tout possible de prendre l'argent. C'est bon, c'est ça qui est bon pour le pays. C'est bon. Crias, c'est bon. Bien sûr, je connais l'affaire. Je suis victime, non? Je suis victime de l'affaire, de cette affaire ici, service. Et qu'on sort. Vous avez déposé combien dedans? J'ai déposé près de 3 millions de francs. Aujourd'hui, avez-vous appris que c'est devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? Oui. Oui, je sais bien qu'il y a un procès qui se déroule au niveau de la Cour de répression, de cette Cour de répression. Et dites-nous, qu'en pensez-vous? Non. Écoutez, que justice soit faite, que le droit soit dit dans cette affaire-là. La responsabilité de l'État y est dans cette affaire-là. Hein? Moi, je suis sceptique. Ça fait près de 10 ans que nous sommes des victimes et on attend. Il y a beaucoup de gens qui ont mouru dans ce cas. Il y a des gens qui n'aiment plus maintenant, actuellement, à cause de ce problème. Très bon. Que ça soit devant la justice, c'est très très bon. C'est une bonne chose que l'État s'en occupe. Parce que ça fait trop de victimes. Il y en a qui sont décédés. Donc, ceux qui sont encore vivants, pourvu que la manifestation de la vérité soit en leur faveur, c'est ça, pour qu'ils rentrent dans leur fonds. Et ceux qui ont eu les trous perçus puissent rembourser. Oui, j'ai été victime à montant de 275 000 déposés par mon épouse dans leur agence. Aujourd'hui, ce dossier est devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, pour la manifestation de la vérité. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois que c'est une bonne chose. Il faut que le gouvernement puisse poursuivre la procédure jusqu'à ce que la vérité se manifeste. En tant que victime, avez-vous suivi une déclaration depuis que le procès a commencé, depuis le lundi 17 décembre? Je suis tous les jours le reportage en direct. Si je peux rattraper mes 275 000 francs, je les prends. Si je ne peux pas, je laisse ça à Dieu. On ne peut pas être fautif jusqu'à ce point dans une affaire et dans une nation qui se veut état de droit, qu'il soit sévèrement sanctionné. Que ce soit le président de la République ou les plus proches collaborateurs, ils doivent être tous sanctionnés, poursuivis et qui rendent gorge. J'attends des victimes qu'elles s'intéressent davantage à la procédure, c'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment d'années qui sont écoulées. J'ai bien peur qu'elles soient découragées. J'ai bien peur aussi que la campagne, la mauvaise campagne, heureusement minoritaire, qui est animée sur les réseaux sociaux pour dire que ce procès vise d'autres objectifs que celui d'un procès, je pense que les victimes vont dépasser cela et peuvent reprendre confiance, reprendre espoir que ce qui se fait
d'abord, avant tout et surtout dans leur intérêt. Donc que les victimes se manifestent auprès des associations qui organisent un peu le travail avec nous et qu'elles reprennent confiance et de savoir que le procès débouchera sur quelque chose de concret pour elles.